L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Déborah Imi, notre agent immobilier en direct d'Israël qui intervient tous les vendredis dans l'émission de Patrick Zick. Vous avez commencé en France. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que être agent immobilier en France et en Israël, c'est si différent, Déborah ? Ah, quand même. Bien entendu, être agent immobilier en France et en Israël, c'est différent. Pourquoi ? D'abord au niveau de la langue, parce qu'il y a un barrage. Oui. La plupart des promoteurs sont des Israéliens. Donc, évidemment, au débarrage, mon hébreu n'était pas parfait. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Mais bon. Vous devez bien vous débrouiller quand même. Si vous arrivez à vendre des maisons, c'est que ça va. Oui, absolument. Donc, mis à part que la plupart de mes clients sont des clients francophones, mais bon, donc il y a ce barrage de la langue. Au niveau juridique, c'est pas les mêmes lois. Il y a certaines lois qui sont similaires, mais d'autres, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, avec votre permission, si c'est possible, lors d'une prochaine émission, j'aimerais bien solliciter un avocat francophone. Bien sûr. Pour que les auditeurs puissent poser des questions, des interrogations et rentrer plus dans le vif du sujet au niveau juridique. Oui, parce que c'est complexe. En Israël, c'est pas simple. Parfois. Non, c'est pas simple du tout. Il faut accompagner le client du début à la fin. Et ça, bon, c'est pas donné à tous les agents immobiliers. Il faut se mettre un petit peu à la place du client qui ne connaît pas les lois, qui ne sait pas comment il faut s'y prendre. Donc il faut l'accompagner, il faut lui tenir la main du début à la fin. Et donc c'est plus facile ou pas qu'en France par rapport en Israël de vendre des biens selon vous? Non, c'est pas que c'est plus facile. Il faut avoir en fait une méthode. Et la méthode, c'est quoi ? D'abord, il faut avertir à son client, avant qu'il vienne chercher son bien en Israël, qu'il faudra, quoi qu'il arrive, qu'il donne une procuration à un avocat israélien. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en imaginant qu'il arrive et qu'il décide sur un projet neuf, d'accord ? Donc, et puis bon, il s'est décidé sur un projet neuf et il n'a pas le temps de faire toutes les démarches puisqu'il doit repartir en France. Bien sûr. Donc, il va donner une procuration à un avocat qui est le notaire, l'équivalent du notaire en France, qui lui va s'occuper des ouvertures de banque, qui va s'occuper de la faisabilité du projet, qui va voir si le projet tient la route, tout simplement, si c'est un projet sérieux, et qui va, si c'est un projet, il va falloir décaisser tous les mois l'argent au fur et à mesure de la construction, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Donc c'est l'avocat qui va se charger de faire ce décaissement pour le client chaque mois. Le client, vous imaginez bien, il va pas revenir à chaque fois et donner son chèque pour tel et tel montant au fur et à mesure de la construction. Ça va être trop compliqué. Donc c'est l'avocat qui va le représenter. Ça, c'est une première chose. Mais avant de venir, le client devra quand même signaler à sa banque qu'il est possible qu'il achète un bien à l'étranger. Pour auquel cas, ou s'il trouve le bien à l'étranger, l'avocat aura à envoyer à la banque la première page du contrat en expliquant pourquoi il a besoin de son argent et pourquoi son argent a besoin d'être transféré en Israël, d'accord ? Et voilà un petit peu les démarches qu'il faudra qu'il fasse. Oui, donc vous faites le lien un petit peu justement entre tous ces acteurs, entre le client et les différents acteurs en Israël qui sont nécessaires pour l'achat d'un bien immobilier. Oui, mais il faut savoir que pas tous les agents le font au préalable. D'accord. Donc des fois le client il arrive, il est perdu en fait. Il regarde bien, mais il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas du tout par où commencer. Oui, donc vous les guidez quand même pour que ce soit plus simple. Donc j'imagine que quand vous êtes arrivé en Israël... au téléphone. Et oui, voilà, déjà, sur un premier rendez-vous. Donc quand vous êtes arrivé en Israël il y a 12 ans, vous n'étiez pas la seule, j'imagine, sur le marché de l'immobilier. Comment vous avez réussi à vous faire une place ? Comment vous vous êtes démarqué ? Alors, bien entendu, évidemment, quand je suis arrivée en Israël, je n'étais pas la seule, oui, c'est vrai. Alors, j'ai dû d'abord passer mon diplôme. C'était pas une mince affaire, en hébreu. J'imagine. Donc, je l'ai passé à l'écrit et c'était des questions où je mettais 1 heure pour répondre. Et puis après, j'ai eu la chance de le passer à l'oral. Alors, j'avais des avocats, des agents immobiliers, etc. Et là, je l'ai passé sans problème. Donc, ça a été la première chose. Donc après c'était quoi la question ? Mais justement, comment vous avez réussi à vous imposer une fois le diplôme en poche ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes démarqué de vos concurrents ? Tout
tout à fait. Donc j'ai d'abord travaillé dans une agence à Tel Aviv, puis à Netanya, et j'avais pour habitude, avec les agences, de voyager tous les 2 mois au salon immobilier ICUBE à Paris, orchestré par Emmanuel Turc. Je ne sais pas si vous connaissez, je suppose que vous connaissez. Donc où il avait l'habitude d'organiser en journée un salon immobilier avec les agents immobiliers et leurs projets immobiliers. Donc les clients arrivaient au salon, on leur présentait les biens immobiliers. Et après quoi, ils arrivaient en Israël et puis toutes les démarches s'enclenchaient les unes après les autres. D'accord. Donc c'était surtout d'aller chercher des clients français à Paris et les ramener un petit peu sur le marché israélien. C'est un peu comme ça que vous avez réussi à faire votre place. Tout à fait. Après, bon, bien évidemment, il y a les réseaux sociaux. Il y a maintenant aujourd'hui, il y a Facebook, il y a tout ce qui est les réseaux sociaux au niveau de la publicité. Mais c'est vrai qu'au démarrage, c'est comme ça que je faisais. Et je continue à le faire aussi. Bien sûr. Et vous avez aussi une particularité, Déborah, qui est importante à souligner à nos auditeurs, c'est que vous vendez des biens partout en Israël. Vous n'avez pas une spécialité, un quartier, une ville. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec une demande très diverse partout en Israël. Tout à fait. Ça a été un petit peu mon chemin. C'est-à-dire qu'au début, j'ai travaillé, comme je vous disais, à Tel Aviv, puis Netanya. Et puis très vite, je me suis mis à mon compte. Je me suis dit, il faut quand même que je connaisse un peu les prix des biens ailleurs. Et puis j'ai commencé donc à sillonner dans tout Israël. Alors évidemment, pour les exemples, il faut que les clients comprennent que tout ne s'arrête pas à Tel Aviv ou à Netanya. Vous pouvez aujourd'hui trouver des biens à 150 000 euros à Dimona, ou encore à Harish, qui a pris une expansion phénoménale. Vous avez des biens entre 350 000 euros et 400 000 euros, d'accord, à Harish, à Harish, c'est ça, que je ne me trompe pas, entre les zéros et les shekels. Oui. Voilà. Et Federa, par exemple, Federa est devenue une ville francophone. C'est pas uniquement Netanya. Federa, c'est pas très loin de Netanya. Oui, c'est moins connu, du coup, c'est pour ça. Ça a moins de notoriété en France, c'est pour ça que... Tout à fait. Tout à fait. Alors, ils viennent au démarrage s'installer à Netanya. Et quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas trop le budget parce que les prix sont plus hauts à Netanya qu'à Federa, ils vont sur Federa. Et pour la petite anecdote, j'ai vendu à un client, il y a 3 ans, qui est devenu un ami, parce que bon, il faut savoir que c'était pareil en France. La plupart de mes clients deviennent mes amis au bout du compte. Oui. Qui ne jurait que par Netanya, d'accord. Il avait au démarrage un budget de 400 000 euros. Il a acheté avec moi Federa, d'accord. Et en 3 ans, son bien, donc il a été livré il n'y a pas très longtemps, en 3 ans, donc il a acheté sur plan, son bien a pris 200 000 euros en 3 ans. Ah oui. Pas mal quand même. Donc, c'est quand même une belle plus-value. Et maintenant, alors il me dit... Tout à fait. Et maintenant, il me dit, Déborah, qu'est-ce que je suis contente que tu m'aies dirigée sur Federa. Il adore cette ville. Oui, donc c'est vrai que vous nouez des belles relations aussi avec vos clients. Alors, présentez-nous un peu le marché israélien. Quels sont les principaux avantages pour nos auditeurs d'investir dans la pierre en Israël, selon vous? Alors, selon moi, en Israël, déjà, d'investir dans la pierre, c'est bien d'employer le mot pierre, parce que vous jetez une pierre par terre, ça devient de l'or. Ça veut dire que quand vous achetez un bien en Israël, ça perd jamais de sa valeur. Ça perd jamais de sa valeur. Alors, encore plus dans le neuf. C'est-à-dire que dans le neuf que vous achetez en Israël, ça c'est bien connu, ou en Honolulu, vous allez acheter sur plan, ou on peut appeler ça en pre-sale, en pré-vente, et à l'arrivée à la remise des clés, vous allez gagner à peu près entre 15 et 20%. Oui, donc c'est toujours intéressant. C'est encore plus. D'accord. Oui. Donc ça, c'est le principal avantage. C'est que ça perd jamais de sa valeur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça perd sa valeur. Des avantages, d'abord... d'avoir un pied-à-terre en Israël, c'est toujours bien. D'avoir un pied-à-terre en Israël, voilà, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, c'est important. Et c'est un pays qui est petit, d'accord. D'un bout à l'autre, on peut le faire en une journée. Et c'est pour ça qu'il faut que les clients essayent d'arrêter d'avoir des idées préconçues à se limiter à Tel Aviv ou Netanya, parce que vous avez des endroits merveilleux, comme je vous ai dit, qui sont en pleine expansion. Par exemple, Harish, c'était un désert, et en espace de quelques années, il y a une infrastructure monumentale. Oui. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux a priori. Tout à fait. Et alors, il y a des gens qui me disent c'est pas possible de trouver un bien à 150 000 euros en Israël. Si, c'est possible. Vous avez Dimona, d'accord,
qui est une ville, on va dire, où vous avez des biens immobiliers très vieux, d'accord, mais qui est en train de monter et qui va monter, j'en suis sûre, parce que le vieux va être démoli et va devenir du neuf, d'accord, et ils sont en train de faire passer toutes des sociétés d'high-tech à Dimona. Donc vous pensez bien que la ville en elle-même va monter. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il est facile de trouver un bien à 150 000 euros à Dimona, d'accord. Alors, et même vous pouvez avoir l'agent immobilier qui vous le vende et le bien sera déjà loué, donc vous allez avoir un petit investissement sympathique. Et quand l'immeuble va être démoli pour être reconstruit, évidemment, et en plus ils vont faire passer les sociétés d'high-tech là-bas. Je vous dis pas, l'immobilier va monter en flèche. Oui, ça va exploser, bien sûr. Et justement, sur quel type de projet immobilier vous travaillez, vous, principalement? Est-ce que c'est de l'ancien? Est-ce que c'est des projets neufs? Vous avez une diversité aussi dans votre offre? Alors, c'est vrai qu'en France, je travaillais plutôt l'ancien. Et je sais pas pourquoi, quand je suis arrivée en Israël, je me suis mis dans le neuf. Alors, déjà, je me suis mis dans le neuf par hasard. Et c'est vrai que je vends plus de projets neufs que de l'ancien. Mais j'aime pas trop me donner une étiquette, vous savez, me dire, voilà, moi je suis spécialisée dans le neuf ou je suis spécialisée dans l'ancien. Et j'aime pas trop ça parce que je préfère me dire, je suis chasseuse de biens immobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, je vais écouter le client. Et ça, c'est très important dans notre métier. Essayer de connaître bien comme il faut ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend d'Israël? Qu'est-ce qu'il attend du pays? Comment sa vie professionnelle va s'orienter? S'il a une famille, un peu, il y a beaucoup le côté psychologique qui entre en jeu dans ce métier. Donc, s'il a une famille, qu'est-ce qu'il attend de l'éducation de ses enfants, etc. Et vraiment, en dernier, je vais lui demander son budget. Alors, en général, les agents immobiliers demandent tout de suite le budget. Oui. Non, moi, d'abord, je vais faire une analyse du client. Bien sûr, d'accord. Vous essayez de comprendre ses attentes. Je vais lui demander absolument. Et après, je vais lui demander son budget. Et en fonction de son budget, je vais lui dire, écoutez, si vous avez, on va dire, 300 000 shekels pour acheter à Tel Aviv, il va falloir oublier. D'accord? Par contre, je vais l'orienter sur une ville, mais en lui expliquant toujours que Israël est un petit pays, que s'il va aller à Harish, parce qu'il a que 300 000 euros, pour aller jusqu'à Tel Aviv, aujourd'hui vous avez des trains, vous avez des bus, vous avez en voiture, vous mettez moins d'une heure pour aller jusqu'à Tel Aviv, en voiture. Bien sûr. Alors que des Parisiens ou des Marseillais ou des Parisiens, je ne sais pas, ils font je sais pas combien de kilomètres pour arriver à leur lieu de travail. Donc il faut que les mentalités changent en fait. Bien sûr, bien sûr. Et alors l'avantage en plus en ce moment, ça je crois que vous me l'avez déjà dit en pré-interview la semaine dernière, c'est que l'euro est très fort. Donc c'est un avantage aussi pour acheter en Israël. Absolument, absolument. Aujourd'hui, on est revenu 10 ans en arrière. Et ça, les gens n'ont pas compris encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un euro qui est fort et les promoteurs dans le monde entier, je veux dire, mis à part, on va dire, les taux d'intérêt qui sont énormes, aussi bien en France qu'en Israël, dans le mondial, avec cette crise mondiale. En Israël, qu'est-ce qui se passe? Les promoteurs ont un petit peu gelé leur construction. D'accord? Maintenant, avec un euro qui est fort, on arrive face à un promoteur qui a gelé sa construction, mais qui continue à vendre et à commercialiser les projets qu'il avait en cours. Donc aujourd'hui, on a une fenêtre de tir, d'accord, vis-à-vis de la négociation et du promoteur ou du propriétaire. C'est-à-dire qu'on peut négocier des prix très très sympathiques. Très très sympathiques. Alors, vous m'aviez posé une question lors de l'interview, de la répétition, vous m'aviez posé une question et me dire, est-ce qu'il est plus facile d'investir en France ou en Israël? Oui. Alors d'après ce que j'ai entendu, en France, c'est devenu un petit peu le parcours du combattant. Ah ben complètement, les banques prêtent plus, les taux d'intérêt sont très hauts. C'est vrai que même les agents immobiliers en France tirent un peu la langue. J'imagine que vous avez un petit peu entendu le topo. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Alors en Israël, non, pas tellement. En Israël, quelqu'un qui fait pas son alia, d'accord, pour faire son prêt immobilier, il va falloir qu'il ait 50% de la somme. Bon, ça c'est le petit bémol, on va dire. Il faut qu'il ait 50% de la somme. Mais ils vont pas être aussi regardants sur les revenus, sur les prêts en cours. Ils vont pas être très regardants comme en France.
il va avoir 50% de la somme. Si le client veut faire un prêt en Israël, je vais le diriger vers une société spécialisée en prêt immobilier, comme meilleurtaux.com en France. Oui. D'accord, si je me souviens bien. Il y a toujours meilleurtaux.com. Toujours. Toujours. Donc, je vais le diriger vers une société comme meilleurtaux.com et il va lui trouver les meilleures conditions. Alors, bien évidemment, on va lui demander s'il a des crédits en cours, quel est son âge, etc. Mais ils vont pas être tellement regardants comme en France. Bon, ça c'est un peu la bonne Par nouvelle. exemple, là, il y a eu un client... il y a eu un client qui est venu. Mhm. Si je vous dis, en une journée, il a eu son accord de principe au niveau de la banque, de prêt. Ah oui, donc c'est très rapide en plus. Il a trouvé le bien. Oui, il a eu son accord de principe. Et après, on va dire à 2 semaines après, on peut mettre son prêt en place. Ouais. Donc ça va quand même assez vite. Ouais, bien sûr. Donc je vais vous poser une question un petit peu difficile, hein, mais je vais vous la poser quand même. Quel est l'endroit idéal pour s'installer en Israël? Alors dans le cadre effectivement d'une installation, pas dans le cadre d'une résidence secondaire, selon vous, une famille, où est-ce qu'elle peut s'installer en Israël? Quels sont un petit peu vos secrets? Parce que ça fait 12 ans que vous sillonnez ce magnifique pays. Où vous vous installeriez, vous, si vous arriviez demain matin en Israël? Alors non, il n'y a pas d'endroit. Franchement, il n'y a pas d'endroit. Parce qu'encore, je vais le répéter, je vais le souligner en rouge, Israël est un petit pays. Donc, tout est en pleine expansion. Harish est devenue une ville nouvelle. Hedera, c'est devenu maintenant la seconde ville francophone. Tel Aviv, ça reste Tel Aviv. Natania, ça reste Natania. Il n'y a pas. Je dirais aux gens, achetez suivant votre budget. Mhm. Ça sera jamais perdu. Si la personne avait pour rêve d'acheter à Tel Aviv, d'accord, et qu'elle s'aperçoit qu'elle n'a pas les moyens d'acheter à Tel Aviv parce que c'est trop cher, qu'elle achète suivant ses moyens, qu'elle achète sur un projet neuf, qu'elle revende après, qu'elle arrive à obtenir une plus-value de son bien, et pourquoi pas après acheter à Tel Aviv. Bien sûr. Mais ne restez pas, les clients ne restent pas. Faut pas rester bloqué sur une ville. D'avoir assez d'argent. Bien sûr, ne restez pas à attendre à avoir assez d'argent pour acheter à Tel Aviv. Parce qu'il y a certains clients que je retrouve, ils n'ont pas acheté depuis 20 ans, alors qu'ils avaient toujours ce projet d'acheter, ce rêve d'acheter en Israël. C'est dommage. Bien sûr, évidemment. Alors Déborah, chaque semaine, vous allez nous présenter votre coup de cœur dans l'émission de Shabbat de Patrick Zik en direct d'Israël. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une avant-première dans cette interview? Est-ce que vous avez déjà un premier coup de cœur à nous présenter aujourd'hui? Alors, mon petit coup de cœur, on va dire, c'est un Tama 38. Ah oui, je voulais vous expliquer un petit peu la différence entre les Tama 38 rapidement. Hein. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tama 38? Alors, déjà, vous avez la construction neuve. Bon, ça, tout le monde connaît, c'est une construction neuve. D'accord. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le pinouille-binouille. Le pinouille-binouille, ça va être un immeuble ancien qu'ils vont raser complètement et ils vont construire un nouvel immeuble. D'accord, avec un nouvel lobby, nouvelle entrée, l'ascenseur Shabbat, pas ascenseur Shabbat, etc. Et Tama 38, c'est, on garde le squelette de l'immeuble, d'accord. On rajoute sur les premiers étages des appartements, on rajoute une pièce en plus qui va être en général la chambre forte et une terrasse. Et sur les derniers étages, on va rajouter, la mairie va nous donner la possibilité de rajouter 2 ou 3 étages supplémentaires, où là, vous allez avoir carrément des appartements tout neufs. D'accord. Et ces Tama 38 nous donne parfois la possibilité d'acheter des biens immobiliers à des prix inférieurs. Et aujourd'hui, j'ai un petit coup de cœur, on va dire, sur un Tama 38 à Natania, qui est à 10 minutes à pied du Kikar, à 10 minutes à pied de la plage, d'accord. Et surtout, il est livrable fin janvier. D'accord, donc alors, très rapidement. Très rapidement. Alors, les prix que je vous annonce dans les projets neufs, il faut savoir une chose, c'est que ça, les clients ne se rendent pas compte aussi. Quand j'annonce des prix, c'est en début de commercialisation, vous allez avoir un prix. Au fur et à mesure que le promoteur avance dans la construction, il va augmenter ses prix. Évidemment, oui, ça c'est un peu comme en France. Voilà. Oui, c'est un peu comme en France. Alors, suivant les étages, il va avoir une majoration de 10 000 euros.
d'accord, d'étages. Après, il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu. Il faut savoir que dans le l'effra thermique, comme on dit ça en français, dans j'ai oublié, le l'effra thermique, c'est ce qu'on donne comme prestation au niveau de l'appartement dans du neuf. On va vous donner les volets électriques, on va vous donner la climatisation, du carrelage de 80 sur 80, etc. Donc après, tout ça, ça fait partie, si on est un bon agent immobilier, d'une négociation face au promoteur. Ça veut dire que il va vous annoncer un prix. Donc déjà, je vais être là pour d'essayer d'avoir le meilleur prix. Bien sûr, pour vos clients. Négocier mon client. Voilà. Et de lui négocier aussi, par exemple, s'il n'a pas prévu dans son programme d'avoir la climatisation intégrale dans toutes les pièces, je vais négocier pour qu'il ait la climatisation intégrale dans toutes les pièces. Je vais négocier pour qu'il ait, une cuisine avec des prestations un peu mieux. Ça, c'est de l'argent. Oui, c'est de la négociation finalement que vous arrivez. Bien sûr, que vous arrivez à établir. Alors, quel est le prix et la superficie de ce coup de cœur, hein? Dites-nous. Alors, ce petit coup de cœur, ça va être un 3 pièces qui va être environ de 90 mètres carrés, israélienne. Alors, si je dois dire israélienne, ça équivaut un petit peu à la loi Carrez en France. D'accord. Donc, il va être environ de 588 000 euros à ce jour. D'accord. Le 4 pièces qui va faire 102 mètres carrés plus 12 mètres carrés de terrasse, il va être à 615 000 euros. Alors, c'est un promoteur qui a l'habitude des tamas, d'accord, qui construit des tamas dans tout Israël. Et ça aussi, ça fait partie de mes vérifications. Bien sûr. Je vérifie à ce que le promoteur il ait une garantie bancaire. Je vérifie la notoriété du promoteur, d'accord, à savoir s'il a de la bouteille ou pas. D'accord. Voilà, ça aussi, ça fait partie de mon travail. Oui, parce que c'est vrai que on peut être méfiant quand on connaît pas les promoteurs. On se dit, on va acheter quelque chose sur plan, on connaît pas. Ça peut effectivement éveiller un peu la méfiance chez nos auditeurs. C'est sûr que c'est important d'avoir quelqu'un de confiance comme vous, Absolument. Déborah. Et donc ces appartements, ils sont à quel étage ? Alors, pour les tamas, donc les appartements neufs, ils démarrent au 4e étage. 4e étage, d'accord. Donc on peut potentiellement avoir une vue dégagée, ça c'est important à souligner. Absolument. Bon. Absolument. Super. Ben, je vais vous embaucher avec moi dans l'immobilier. Ben voilà, hein, je vais me reconvertir. Donc rappelons quand même que si les auditeurs de Radio JM sont intéressés, ils peuvent contacter Déborah sur sa page Facebook ou Instagram, Déborah Imy, H-I-M-Y, si je me trompe pas. Et ils peuvent obtenir tous les détails des biens que Déborah met en vente. Merci Déborah d'avoir été notre invitée de la rédaction aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site. Merci à vous. Et à très bientôt. Du coup, on se voit vendredi sur les ondes de Radio JM avec Patrick Zick pour le coup de cœur effectivement immobilier en Israël de la semaine. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet radiojm.fr, notre page Facebook, notre Instagram et bien sûr l'application Radio JM que vous pouvez écouter en France et en Israël. Merci Déborah et à très bientôt. Merci à vous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.